Jean-Louis, c'est une envolée de Sébastien Vettel dès le premier tour. N'est-ce pas un peu rageant qu'une Mercedes pourtant en pôle n'arrive pas à égaler les performances de la voiture? Et à votre avis, est-ce que Red Bull était finalement la meilleure voiture du plateau? Absolument. Là-dedans, il y a deux choses. Un, il y a Sébastien Vettel qui réussit juste après le raidillon de Le Rouge, qui est quand même un passage important, eh bien, à mieux franchir ce raidillon que Hamilton qui est devant lui, avec le plein d'essence. Et on le voit bien prendre sa belle trajectoire. Et à ce moment-là, alors que Hamilton a dégagé un petit peu vers l'extérieur, eh bien, Sébastien Vettel, il passe. Alors déjà, très déterminé, le garçon, autoritaire, et il comprend bien que faire la course en tête, c'est beaucoup mieux que le reste. Deuxièmement, la Red Bull Renault, vous faites bien de le signaler, Géraldine, c'est de loin la meilleure voiture, et on l'a encore vu là. C'est une voiture qui est basée sur l'aérodynamique. Or, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, elle emporte un aileron arrière minimaliste, et on la voit dans les grandes courbes, même quand il pleut, passer impeccablement. Et on voit la voiture très haute par rapport au sol, alors qu'on sait très bien que pour avoir une bonne tenue de route, il faut être très bas sur la chaussée, parce qu'il pleuvait ou qu'il allait pleuvoir, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, et on voit quand même qu'elle fonctionne. Alors franchement, je crois que là, il y a de quoi décourager toutes les autres équipes quand on voit la puissance de cette voiture. Fernando Alonso parvient à se hisser sur la deuxième marche du podium. C'est du mieux pour Ferrari, mais pas assez pour aller justement chercher cette Red Bull? Oui, ce qui a pénalisé Alonso sur ce Grand Prix spécifiquement, et malgré toutes les promesses de Ferrari, c'est la tactique en qualification. Il n'y a aucune raison que les deux Ferrari se retrouvent si loin. Parce qu'en course, on a retrouvé une Ferrari qui marchait pas mal, et puis naturellement, on a retrouvé le très grand Alonso qui nous a un peu manqué avant les vacances. Et là, à Spa-Francorchamps, de 9e à 2e à l'arrivée, franchement, il n'y a pas mieux. Il a fait la course exceptionnelle qu'il devait faire. Et je crois que si Ferrari peut apporter des modifications, des évolutions dans le bon sens à sa voiture, il peut se battre pour le titre mondial, le Fernando Alonso. Mais, je le répète, lui, il n'a pas le droit au chaos, alors que Vettel, avec 46 points d'avance, il a presque 2 victoires d'avance, il a un joker, on va dire ça comme ça. Mais je pense que le championnat du monde peut aller dans cette direction-là, un duel Alonso-Vettel. Un duel Alonso-Vettel, parce que finalement Kimi Räikkönen, lui, a un peu grillé sa cartouche à Spa en passant, en abandonnant, ce qui le fait passer de la 2e à la 4e position au championnat à 63 points de Sébastien Vettel. Pour lui, c'est quoi? C'était bien pour la Lotus, mais finalement, c'est... Je pense que c'est trop difficile maintenant. Je pense que s'il ne réagit pas sur deux plans, Kimi Räikkönen, un, la mise au point de sa voiture, deux, son comportement, parce qu'il faut quand même bien voir les choses en face. Jouer des coudes pour aller voir Red Bull, pour laisser le bruit courir, qu'il peut retourner chez Ferrari et tout, ça n'arrange pas les choses. Vraiment, il faut, quand on veut conquérir le championnat du monde, être bien dans son équipe, bien dans ses pas, bien dans ses chaussures, et faire attention à tout. Or, il ne le fait pas, Kimi. Quant à la Lotus elle-même, là c'est un problème de frein. On sait très bien qu'il y a aussi peut-être des soucis d'argent, en tout cas des pièces qui commencent à bouger, à être un peu vieilles sur cette voiture. Ils recourent à des astuces, par exemple, allonger l'empattement de la voiture parce que c'est nécessaire à Spa-Francorchamps, mais avec un peu de bricolage, si je puis dire. Donc tout ça, ça joue, et je pense qu'il perd des occasions. Il perd surtout une place aussi. Il y a celle qu'il a perdue par rapport à Alonso, il y a celle qu'il a perdue par rapport à Hamilton. Hamilton qui, l'air de rien, s'est replacé dans la course au titre, mais c'est pareil pour un peu Hamilton. Je pense que quand on voit le nombre de pole positions et le nombre de victoires de Mercedes, on a un petit souci à se faire sur le quotient de réussite de l'équipe. Alors peut-être que ça va marcher dans les grands prix à venir, mais pour l'instant, moi je vois qu'on va, je le répète, vers un duel Vettel et Alonso. Parlons à présent, Jean-Louis, des pilotes français et notamment de Jean-Éric Vergne qui termine dans les abîmes du classement. C'est encore la faute à pas de chance pour lui? Non, ça c'est pas la faute à pas de chance, c'est la faute à l'exploitation de la voiture. Les prévisionnistes se sont vraiment trompés. Vous savez qu'il y a des gens dans les équipes qui calculent exactement le moment où il faut sortir. Et il faut dire que par rapport à des équipes comme Force India ou même comme Marussia, chez Toro Rosso, ils se sont laissés avoir comme des bleus. Et donc, avec une voiture qui pouvait jouer la Super Pole, c'est-à-dire les 10 derniers dans les qualifications, eh bien, ils se retrouvent quasiment au bout du peloton parce que naturellement, il n'a pas démarré au bon moment. Ricciardo, d'ailleurs, était dans la même position que lui. Et ça, vraiment, c'est catastrophique de manquer des occasions pareilles. Voilà pour Gève. Pic, lui, il avait un problème de moteur
Peut-être que ce sera un moteur qu'on pourra réparer pour des essais, après tout, pourquoi pas. Et puis, quant à Bianchi, il a fait sa course, mais Jules, il s'en sort bien parce que pour la première fois de sa vie, il est passé en Q2, la deuxième partie des qualifications, ce qui pour Marussia est exceptionnel. Reste Romain Grosjean, qui a fait une belle course, qui a fait très attention au départ. On a vu que les autres en ont un peu profité autour, et on a vu qu'il avait été un petit peu cerné par Pérez, mais enfin, il a conservé sa vitesse de pointe, Grosjean, ce qui est bon signe pour l'avenir. Jean-Louis, on évoquait Toro Rosso, impossible de ne pas parler de Red Bull et de ce baquet vacant. Alors, a-t-il été attribué lors du Grand Prix de Belgique? C'est ce que dit Mark Webber, mais Mark Webber, je me méfie un peu, il ne s'entend plus très bien avec les gens de Red Bull, et je crois qu'il a voulu les griller. Moi, je trouve que du côté de Red Bull, on se précipite, parce que si on veut prendre une star, comme Raikkonen, il faut la verrouiller tout de suite. Et là, je comprends pourquoi, on peut l'annoncer tout de suite. Si c'est pour prendre un jeune pilote de la filière Red Bull qui est sous contrat avec vous, il n'y a pas besoin de se précipiter. Moi, je pense qu'on devrait attendre la fin de la saison. Mais il y a peut-être là-dedans une opération marketing, Red Bull en Australie. Il y a peut-être le fait qu'on ne veut plus d'ennui chez Red Bull et protéger Vettel. Pour la tranquillité de l'équipe, on sait très bien qu'on peut avoir un premier et un deuxième pilote, et c'est plus facile. Ferrari ou McLaren l'ont souvent démontré. Donc pour en venir à Ricciardo, eh bien, il faudra voir ce que l'avenir nous réserve.